Bonjour, merci à toi Clémence pour avoir organisé ce congrès extraordinaire cette année sur ce samedi avec des péripéties d'arrivée pour certains. On va commencer sur les biomarqueurs. Le thème c'est ancien et nouveau, mais en fait il n'y en a pas d'ancien et nouveau, ils ont évolué. Le mot est assez joli. On disait marqueurs avant de la DMLA et des maladies rétiniennes, maintenant on dit biomarqueurs parce qu'on les indexe à des suivis de pathologie. Et je vais vous expliquer comment. Alors, cette OCT qui a créé des biomarqueurs s'articule dans un puzzle où il y avait avant beaucoup d'acuité, beaucoup de rétinaux, beaucoup de fond d'œil et beaucoup d'angiographie. Et au milieu est venu s'insérer ce magnifique outil qu'on utilise très fréquemment, qui est l'OCT. Et l'OCT s'est couplé il y a 7 ans à l'OCT angio, dit OCT-A. Les biomarqueurs se sont divisés maintenant en deux catégories d'intérêt un peu différentes pour la pathologie et pour le suivi de nos patients traités. D'un côté, la distribution des fluides, et on vous montrera comment, et d'un autre côté, les anomalies structurelles qui sont plutôt liées à la progression de la maladie, qui ne vont pas nous indexer les acuités visuelles et le pronostic de récupération. Les biomarqueurs principaux, ils sont listés dans le petit cadre en dessous, que vous connaissez tous, et on va un peu les détailler. Alors, on a changé un peu de paradigme, puisque depuis de nombreuses années, dans la DMLA et les pathologies rétiniennes, on avait 3 localisations de fluides, le fluide dit intrarétinien, le fluide dit sous-rétinien et le décamant de l'épiderme pigmentaire. Et une nouvelle entité est née sur un aspect de fluide sous l'épiderme pigmentaire. Et donc tous ces aspects-là d'accumulation sont liés à une paroi endothéliale poreuse qui est trop perméable avec des défauts de récepteurs et de prolifération endothéliale qui créent cette exsudation. Le plus important, ça reste celui-là encore aujourd'hui, donc je resterai une minute de plus, puisque le premier biomarqueur qui a un intérêt dans la DMLA et toutes les pathologies rétiniennes, c'est celui-là. On l'appelle le décamant rétinien, mais les Américains l'appellent le liquide surrétinien. Et in fine, c'est un argument important parce que quand vous avez ce type de liquide surrétinien, c'est le cas où le facteur est de bon pronostic pour le suivi au long terme. Voir un patient en consultation avec uniquement du liquide surrétinien, c'est connaître deux idées. Un, on va le traiter avec beaucoup d'efficacité, et c'est celui à qui on va dire que le pronostic visuel à long terme sera bon. Par contre, quand il est connecté à du liquide intrarétinien comme les logettes ou un décamant d'épiderme pigmentaire, le pronostic est mauvais. En gros, à ce stade de clivage, il n'y a pas trop de dégâts. On va encore récupérer, et donc les études l'ont montré, que ce soit fluide, Schmitter-Foot ou CAT. Voilà. Le deuxième critère biomarqueur, c'est le derme intrarétinien, le liquide intrarétinien en logette. Il se construit en logette parce que la nature se construit toujours sur des formes mécaniques géographiques qui est la bulle, l'espace est plus court, mais ce n'est pas un facteur de bon pronostic puisque quand on l'a, on a parfois secondairement des zones d'atrophie. Et ce type de schéma est assez fréquent quand vous avez une forme de DMLA avec tous les signes exudatifs, le décollement, le DSR, qui n'est pas isolé dans son cas, et beaucoup d'édéma intrarétinien, c'est que l'inflammation a passé toutes les barrières et a noyé jusqu'au mullaire et au ganglionnaire antérieur, et ça finit par s'effondrer, cicatriser, et derrière, on a souvent une atrophie, une fibrose, et parfois encore des kystes, mais qui, eux, ne sont pas actifs, ils sont dégénératifs, puisqu'ils ont une forme géographique. Donc c'est vrai que plus on en a, des facteurs et des critères biomarqueurs exudatifs, plus la récupération va être mauvaise. Enfin, il ne faut pas confondre ça aux tubulations. Quand vous verrez des kystes avec une collerette hyper effective, ce sont des cellules en train de mourir, une apoptose qui s'enroule. Ce sont des stades avancés de DMLA qui sont de mauvais pronostics. Donc les outer retinal tubulation, les tubulations rétiniennes externes, sont de mauvais pronostics, qui sont des faux œdèmes. Alors il y a un troisième biomarqueur qui est très sérieux, qui est le décamant de l'épiderme pigmentaire. Il se décrit dans beaucoup de pathologies, pas uniquement à la DMLA, mais aussi dans les vasculopathies polypoïdales et les pachychoroïdes, dont vous entendrez parler tout à l'heure. Il n'est pas de très bon pronostic parce que malheureusement, dans les DMLA, dans d'autres pathologies, c'est très dur d'affaisser ce décamant de l'épiderme pigmentaire, surtout quand il commence à s'altérer en surface avec des fragmentations. Il n'est pas un facteur de bon pronostic au long terme parce qu'il s'associe aussi à des complications. En l'occurrence, il a souvent des formes sur les bords très affinées, associées à du liquide sous-rétinien ou intrarétinien, donc il se combine à beaucoup de choses, et au final, on l'associe souvent à un impact d'acuité visuelle qui indique souvent une forme de passion qu'on va traiter plus souvent. Ça se complique, et la déchirure de l'épiderme pigmentaire est le cas ultime. Vous voyez à gauche ce que ça donne en autofluorescence et en infrarouge. C'est des ruptures qui s'enroulent dans le niveau de l'épiderme pigmentaire maculaire et qui masquent un peu les photorécepteurs, qui atténuent la choroïde et qui créent ces formes de faible acuité visuelle.
la recommandation dans les déchirures de lithium pigmentaire pour les rétinologues, c'est de ne pas arrêter le traitement, c'est de continuer jusqu'à l'assèchement, parce qu'il y a souvent encore du liquide sous-rétinien et on doit assécher ces patients, mais pronostic long terme très mauvais. Les faux biomarqueurs de DMLA, décollement de lithium pigmentaire avec du matériel de surface, il y a des séries qui montrent que ça n'a pas d'intérêt de traiter ces patients qui ont du faux fluide lié à du matériel fragmenté. Cet effet en tente, qu'on voit très souvent dans des OCT, avec des doubles décollements de lithium pigmentaire, dont au milieu on a un espace sous-rétinien qui est faux, où la nature provoque un cas unique où la neurorétine n'arrive pas à se réappliquer à sa base, et donc ça crée un effet en tente, en toit, tendu, comme une tente au camping, comme on dit. Et donc dans ces cas-là, on ne peut pas traiter ce type de liquide sous-rétinien faux. Le quatrième espace dont je vous ai parlé, qui est nouveau, ce sont les fentes préchoroïdiennes qu'on appelle les clefts. Et en fait, en regardant de plus près nos OCT, pour les patients atteints de DMLA, de pachychoride ou d'autres pathologies, on voit parfois ces espaces hypo sous les pigmentaires. Et en fait, ils sont au contact d'une zone sous le P où il y a un néovaisseau qui a suivi le pigmentaire, donc qui le repousse en avant, qui crée une saillie antérieure. Mais en fait, l'exsudation, au lieu d'être en avant, liquide sous-rétinien, œdème, décollement, l'exsudation, elle est en arrière et elle refoule la chorioïde en postérieur, ce qui fait que c'est un des facteurs où on le voit avant, on le traite, et après, ça se résout. Il y a un cinquième biomarqueur qui est le gris, et dont l'origine est probablement inflammatoire. On le décrit comme un SHRM pour les anglophones. Ça a été décrit depuis plus de 10 ans. C'est un signe d'exsudation, c'est un signe d'inflammation. Il n'y a pas de corrélation avec l'acuité visuelle. C'est un signe d'activité, mais ce n'est pas un biomarqueur de bon pronostic, mauvais pronostic. On ne pourra pas dire aux patients, vous avez mieux récupéré par rapport à d'autres cas. Les points hyperréflexifs, ce sont les white dots. Quand on fait des OCT, vous voyez ces petits points, c'est qu'il y a une réparation endothéliale postérieure liée à la présence de cellules microgliales et de macrophages qui viennent de la choroïde. En fait, ils vont migrer du pôle postérieur, de la choroïde, pour venir réparer l'inflammation dans les segments externes des photorécepteurs. C'est souvent corrélé à une mauvaise acuité visuelle après traitement anti-VEGF et ça permet de distinguer les bons répondeurs. Souvent, quand ces white dots disparaissent et que les patients récupèrent assez facilement. Il y a encore quelques biomarqueurs anecdotiques avant qu'on passe à l'OCTA rapidement. L'interface vitromaculaire, pour les rétinologues chirurgicales, on a souvent des DMLA avec des tractions qu'on traite et qui ne s'affaissent pas, chez qui on considère qu'il y a un nombre plus important d'IVT avec peu de résultats anatomiques, peu de résultats fonctionnels, et donc ces patients peuvent être indiqués comme étant des patients à connotation chirurgicale pour lever la traction, mais malheureusement après la levée de traction, ils s'effondrent et parfois ils se fibrosent, ils s'atrophient. Donc l'interface joue un rôle dans des cas de patients traités avec très peu de réponses. Et pour finir, 3 biomarqueurs anecdotiques que vous ne retiendrez pas aujourd'hui, mais qui sont dans tous les journaux. Les cavernes choroïdiennes chez le sujet chien, l'épaisseur choroïdienne, mais qui est très discutée parce qu'il n'y a pas d'abac chez le sujet sain et le sujet pathologique. On ne sait pas quelle est la vraie épaisseur choroïdienne chez le patient de 50, 60 ans. On sait qu'à partir de 65, 70 ans, ça s'amincit. Et l'index vasculaire qui est notre Graal, qui est l'index de présence de flux dans la choroïde et qu'on devra probablement indexer au Doppler quand ça arrivera. Pour finir, l'OCTA, qui est un nouveau biomarqueur incontournable. Alors, je ne sais pas comment je peux vous en parler plus, en insistant plus que ce que je pourrais insister. On ne peut pas se passer l'OCTA maintenant dans la DMLA, les pathologies rétiniennes et choroïdiennes. On l'a déjà démontré dans l'intérêt. Il a décrit des biomarqueurs. Le dernier, c'est DRAMA. Alors, je l'ai montré 2 fois. C'est pour ceux qui ont fait de l'OCTA dans la DMLA, une dilatation des capillaires sans remodelage du réseau vasculaire autour. Donc, il y a une dilatation dans la macula un peu précoce, dans les formes précoces, autour de la zone vasculaire centrale. Et il y a souvent une petite exsudation. Et donc, pour ceux qui ont l'OCTA et qui veulent regarder très très tôt dans des drusènes, s'ils trouvent ces signes de dilatation de la maille, dans les plexus profonds, c'est qu'il y a un début de marqueur d'une future DMLA. Plus facilement, ces cas de clinique qui sont plus facilement iconographiables, qui montrent un patient avec 2 yeux, le droit et le gauche, 2 DMLA, iconographiés par rétino-angio-fluo, qui semble être actif des 2 côtés. En OCT, moi, je n'ai pas vu beaucoup de différence, si ce n'est qu'il y a de l'hémorragie du côté gauche. Et in fine, c'est l'OCT angio qui permet de cliver à droite, ici, un patient qui a un OCT avec des arborisations, des terminaisons, donc un biomarqueur d'activité, quand de l'autre côté, côté gauche, il a un OCTA avec un néovaisseau en arbre mort, donc un néovaisseau inactif à ne pas traiter. On peut faire l'OCT à tous nos patients, petit champ, grand champ. On peut surtout aller dans le mode follow-up, faire de l'OCT comparatif. Donc dorénavant, quand les patients en contrôle en DMLA, on leur dit rendez-vous dans 6, 8, 9 semaines, acuité visuelle, rétinaux, fond d'œil,
Et moi, je marque aux orthoptistes OCTA comparatif. Elles n'aiment pas trop parce que c'est très chronophage. Bon, ben c'est comme ça. Et donc, elle me fait l'OCT avant-après, elle me met une belle photo. Et donc, quand je lui dis OCT comparatif entre ça et ça, je me doute bien que ça a plutôt bien évolué versus OCT B-scan, où parfois il n'y a pas beaucoup de différence. Donc ça, c'est plus parlant. L'inverse est vrai. Donc là, ça diminue, diminue, diminue. À ce stade, je dis OCT comparatif la fois d'après. Elle me dit, bah, ça a augmenté. Donc hop, c'est un patient qu'on va traiter. Donc le volume de l'OCTA du néo-vaisseau rendu est un indicateur, que ce soit en 2D ou en 3D. Donc l'aspect volumétrique est important. L'aspect dynamique sur ce film qui est joli, que je montre de temps en temps. On voit là, le remodelage des vaisseaux en OCTA qui montre comment l'aspect comparatif est un biomarqueur de suivi d'évolution pour indexer nos traitements. Vous voyez, le vaisseau se transforme. Ou bien quand vous arrêtez une photo avec vos orthoptistes et collaborateurs, vous vous doutez bien que dès qu'il y a une boucle qui prolifère, il faut faire quelque chose et le corréler. Et des patients qu'on a suivis au long terme pour faire des OCT comparatifs, et on filme et on mélange les OCT sur le film de droite qui ne passe pas. Non, qui ne passe pas, si, qui va passer. Si vous me laissez 2 secondes. Si vous me laissez 2 secondes. Voilà. Donc si c'est un film qui fait un morphing de l'OCT. Donc voilà, l'OCT, alors je pourrais vous le montrer 50 orgeaux, 50 rétinaux, 50 fonds d'œil. En fait, c'est l'OCT qui est plus parlant. On voit la vie d'une DMLA chez un patient pendant 17 ans. Et je vous l'ai dit au début, les décaments pigmentaires, ça ne se fait pas très facilement. Donc c'est un patient qui a eu beaucoup de PDT au début, il y a 15 ans. Ensuite, beaucoup d'Avastin, il y a 15 ans. Ensuite, beaucoup de Lucentis, il y a un peu moins longtemps. Ensuite, un peu plus d'Ailea. Et finalement, c'est quand il est passé en treat en externe avec un traitement systématique que vous allez voir, il va finir par s'affaisser, s'écraser et faire disparaître son décamant lipide pigmentaire. Et donc, année après année, on voit comment la rétine se remodélise et finit par donner un résultat qui n'est pas si mauvais, puisqu'au bout de 15 ans, il a encore 5 dixièmes. Et surtout, il y a des comprimés du second œil qui fait qu'il va aller bien. Enfin, biomarqueur, ne pas oublier le deuxième œil, parce que l'OCTA, comme un biomarqueur, permet de dépister une atteinte passée inaperçue. Là, je ne me doutais pas qu'il y avait quelque chose, puisqu'un patient se plaint de rien à 10 dixièmes. Vous lui faites une OCTA, vous voyez qu'il y a un marquage inflammatoire inactif. Et enfin, pour ceux qui veulent encore comprendre la différence entre l'angio et l'OCTA, comme un biomarqueur différent, si dans l'angio ici que j'ai fait à ce patient, je vois bien que l'arcade nasal est actif, l'arcade temporale est inactif. En OCTA, on voit que l'arcade temporale est en arbre mort, l'arcade nasal est en connexion et plus dense, donc plus actif. Donc on peut quasiment lire des OCTA maintenant pour voir l'activité néovasculaire. Voilà, en premier œil atteint, deuxième œil à surveiller. Et en conclusion, biomarqueur incontournable, pronostic visuel patient est indexé pour ces patients, pour la réponse thérapeutique, pour le suivi. Ça permet à tous les laboratoires d'utiliser des produits et de les surveiller de façon plus dense. Et si on a conclu sur les biomarqueurs, il faut différencier les importants, les moins importants pour les études, pour le pronostic. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a un seul qui peut donner la boule de cristal pour l'avenir. C'est quand l'épaisseur rétinienne est élevée avec du liquide sous-rétinien isolé que vous avez les bons cas des patients qui vont avoir une fonction visuelle retrouvée. Les autres, malheureusement, ils ne vont pas totalement récupérer, mais on les a comme quand même des biomarqueurs à surveiller. Voilà, merci beaucoup. J'ai dépassé d'1 minute. Question ? Je vais allumer. Finalement, est-ce que tu vas faire un OCTA systématique à tous tes patients Maintenant, oui. Voilà, maintenant on fait l'OCTA à tout le monde. Moi je l'ai, c'est facile d'accès. J'ai formé les collaboratrices orthoptistes à le faire. Elles me le font systématiquement parce que j'en ai besoin. Voilà, ça, cette image est une image assez intéressante parce que c'est un des cas les plus difficiles en OCT en géographie. Donc quand il y a des décamants pigmentaires ou un trouble des milieux, c'est compliqué. Mais en dehors de cette forme-là, dans les autres formes, il n'y a pas de DEP, je le fais systématiquement. Et je compare les résultats avant-après. Quand je mets OCT comparatif, bon, elles n'aiment pas trop, c'est très chronophage, mais elles me le font. Oui, c'est vrai qu'on a finalement du mal à faire l'OCTA systématique chez nos patients vu les problèmes d'artefacts. Vous avez des questions par rapport à cette conférence ? Donc, OCTA systématique, dès qu'il y a une... Dès que tu découvres la maladie, tu le fais la première fois pour le ranger dans la bonne pathologie, physiopathologie, et ensuite pour le patient qui va avoir des traitements par injection, entre avant, après, et après, et après, après, et après, 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 souvent l'OCT, B-scan est contributif, mais il ne permet pas de voir si le vaisseau continue à croître.
Et donc c'est plus collaboratif, je dirais, c'est plus intuitif parce qu'on voit des volumes, on les voit en 2D, on les verra bientôt en 3D, mais c'est vrai que je vous ai montré l'expérience où ça continue à croître, ça grossit. Et toi Arnaud, est-ce que tu fais des OCTA systématiques? Quasiment. Hein. Donc c'est vrai que les rétinologues ont tendance à faire de façon systématique. Oui Vincent? Il y a un biomarqueur qui disparaît, c'est la diffusion géographique, on fait du fluo ou moins de fluo. Alors, moi j'ai fait la conf sur OCT biomarqueur. Et la diffusion géographique, c'est plus un biomarqueur. Sauf qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure dans un nouveau médicament où ça a servi d'indexation. Oui. Voilà. Et l'hémorragie rétinienne, qui est un biomarqueur assez cheap, on peut avoir au fond d'œil simplement. Alors c'est un marqueur de traitement, c'est un indicateur d'exsudation, mais c'est pas un biomarqueur de corrélation visuelle. C'est-à-dire que c'est pas avoir une hémorragie et pas un facteur de corrélation, de mauvaise récupération, de bonne récupération. Et c'est pas un biomarqueur sensible en OCT. On ne fait pas de différence entre le gris et l'hémorragie. Est-ce que le type de dégénérescence que tu identifies va influencer sur le type d'injection, sur le produit que tu vas utiliser en injection? Alors, à l'instant T, le premier jour du premier jour, tout le monde, je dis aux patients, faites le tour du monde, on va tous vous traiter de la même façon. Il y a une induction, 3 mois. Et c'est vrai qu'après, ça se modifie un petit peu. On traite beaucoup plus cela, par exemple, les décollements lithium pigmentaires. On traite beaucoup moins les anastomoses. Donc les anastomoses, c'est nos vaisseaux de type 3, c'est vraiment les plus petits. On les traite moins, ils répondent plus facilement. Donc on fait des intervalles plus importants. Mais c'est vrai que ceux-là, on est un peu plus acharné sur ces décollements lithium pigmentaires, ce qui peuvent se déchirer, que d'autres. Donc il y a un moment où on dichotomise, mais comme on utilise tout le protocole treat and extend, en réalité, c'est pas nous qui décidons, c'est le patient qui donne l'indicateur. Donc en les suivant et en faisant ce type de surveillance, chaque patient, il se personnalise. Alors c'est son œil qui nous dit, moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'IVT, et d'autres, lui, va me dire, j'en ai besoin de beaucoup. Donc c'est comme si les yeux nous parlaient, si tu veux. Et au final, lui, il va avoir beaucoup de traitements, les anastomoses peu. Voilà, en gros. C'est comme ça que ça se design maintenant. On en parlera dans le Non symposium Novartis Jennifer, t'es également. d'accord avec moi, Jennifer? C'est dit, d'accord. Alors, Non, je vois que je t'avais levé la main, je pensais que tu voulais. non, mais vas-y, Dis. Jennifer, vas-y. Non, parce qu'on disait effectivement, je suis d'accord avec toi, David, que c'était pas un biomarqueur corrélé à l'acuité visuelle, mais en revanche, on y apporte beaucoup d'importance dans les récidives, Exact. puisque pour nous, ça influe l'insigne la lucidité et on va réduire l'intervalle et en général essayer de ne plus le franchir, parce que justement, on a des baisses de vision et des hémorragies et ça présage une DMLA assez agressive. Donc, Tout à fait. Exact. Très bien. Écoutez, on va continuer. On va enchaîner sur le docteur Vincent Pierre Kahn pour la conférence. Merci. Sur les options chirurgicales raisonnées dans la chirurgie du myope fort. On sait qu'on a aujourd'hui des nouvelles techniques de colorants, d'imagerie hyper-opératoire qui ont probablement changé la prise en charge chez les myopes forts. Merci Vincent. Vincent est chef de service à l'hôpital Foch. C'était mon chef de clinique il y a quelques années à l'Hôtel Dieu. Et il va nous parler de son expérience. Présentation.